Bienvenue sur Les Infaillibles, le podcast des managers qui se racontent avec authenticité. Nous sommes Sandy Melamed et Estelle Zakarian, coach et fondatrices du cabinet Les Infaillibles. Notre équipe accompagne des managers et des équipes dirigeantes à développer un leadership authentique et performant. Manager une équipe est une mission exigeante et complexe. Alors pourquoi ne pas s'inspirer des autres pour y voir plus clair ? C'est la promesse de ce podcast. Chaque invité partage avec vous son vécu et ses outils, et le tout sans langue de bois. Bonne écoute! Bonjour chers auditeurs, nous sommes ravis de vous retrouver pour la nouvelle saison des Infaillibles, saison 5. Et pour démarrer cette saison, nous n'accueillons pas un invité, mais deux invités, Pierre et Christophe, qui travaillent tous les deux chez Weglot. Weglot, c'est la start-up, je dirais la meilleure start-up de traduction automatique de sites web. Si vous ne connaissez pas, eh bien vous allez découvrir avec cet épisode et vous irez sûrement voir ce qu'ils font parce que c'est top. Donc, nous avons deux invités, Pierre, qui est le Chief Sales Officer, en d'autres termes, le directeur commercial, et Christophe, qui est le VP Support, c'est-à-dire, en d'autres termes, le manager qui gère les équipes support, qui vous accueille au téléphone quand vous avez des questions techniques. Nous sommes ravis de les recevoir. Nous les apprécions tout particulièrement parce qu'on les connaît, ils sont sympas, ils sont humbles, ils ont plein de choses hyper intéressantes à dire et ils ont beaucoup d'humour. Et surtout, ils ont choisi d'aborder le sujet dont tout le monde parle, aujourd'hui. Évidemment, je vais vous parler de l'intelligence artificielle. Alors vous allez me dire: «Pourquoi l'intelligence artificielle dans les infaillibles?» Eh bien, parce que nous pensions qu'il était intéressant de voir comment l'IA transforme le quotidien des managers. Quelles sont les opportunités qui sont apportées par l'IA, donc ce qu'elle offre, mais aussi quels sont les défis, que soulèvent chaque jour les managers qui sont confrontés à l'utilisation, à l'usage de l'IA dans leur quotidien et dans celui de leurs équipes. Donc on va parler de tout ça avec eux. Mais avant ça, une petite présentation rapide de nos invités. Christophe d'abord. Christophe, bonjour, bienvenue. Bonjour Estelle, bonjour Sandy. Alors Christophe, tu commences ta carrière dans le commerce, avec une constante, le souci de prendre soin du client. C'est bien, ça te va bien dans ce que tu fais aujourd'hui. En parallèle, tu découvres le développement web et tu choisis d'ajouter une dimension technique, du coup, à ton parcours. Après un bootcamp, tu rejoins Weglot où tu mets à profit ce double profil, relation client et expertise technique. L'un des premiers membres de l'équipe support, c'est donc toi. Tu grandis avec l'entreprise jusqu'à devenir le VP support. Un coaching t'aide alors à consolider tes acquis et à développer ton potentiel de manager. On ne dira pas par qui, même si on la connaît bien. Et aujourd'hui, tu diriges une équipe de plus de 20 personnes avec une conviction forte qui est que la qualité de service repose autant sur les compétences techniques que sur l'attention qui est portée aux clients. Tu es papa de deux garçons et ancien entraîneur de handball, si je ne m'abuse, et tu puises donc tes expériences de papa, d'entraîneur d'une équipe, pour mettre tout ça à disposition de ton équipe et de tes clients grâce à ton sens de la pédagogie et du collectif. Est-ce que ma présentation est conforme à ton profil, Christophe? C'est absolument parfait, Estelle. Eh beh, tant mieux. Alors je continue avec Pierre. Pierre, bienvenue dans Les Infaillibles. Merci, bonjour Estelle, bonjour Sandy, et merci de cette invitation. Merci à toi d'avoir accepté de jouer le jeu avec Christophe. Donc, je te présente également. Pierre, tu commences ta carrière dans le conseil en strat chez Stanwell et tu rejoins ensuite Sodexo pour piloter des projets internationaux pendant 3 ans. D'ailleurs, je crois que tu as vraiment apprécié ton passage chez Sodexo avec beaucoup un management très bienveillant, semble-t-il, à l'époque où tu y étais. Tu poursuis à la Massif, où tu développes la filiale Massif Avantage, avant de t'orienter vers l'univers de la tech et du coaching, coaching digital, tiens donc. Et oui, parce que tu as intégré MoveOne, qui était une start-up française qui proposait des services de coaching. Et cette start-up a été rachetée par CoachHub, donc autre start-up allemande, qui est maintenant une scale-up. Et donc, après l'acquisition de CoachHub, très rapidement, tu as pris la direction des opérations sur un périmètre qui mêlait en fait toutes les ops pour les équipes commerciales, donc sales et customer success, pour développer tout ce qui est stratégie d'approche de marché, donc le fameux go-to-market, structurer les process commerciaux et déployer des outils de gestion de pilotage. Et c'est en 2024 que tu as rejoint Weglot directement au poste de, je dis directeur commercial, tu le diras peut-être autrement, mais enfin Chief Sales Officer. Et aujourd'hui, tu supervises donc les équipes commerciales, customer success et partenariat. Tu pilotes à peu près une dizaine de personnes. Tu es papa de 3 enfants. Bravo. Et tu trouves dans ton cocon familial l'équilibre qui nourrit
ton énergie professionnelle et ton goût pour les projets collectifs. Est-ce que cette intro est fidèle à qui tu es? C'est parfaitement fidèle à qui je suis. Bon, c'est parfait. En même temps, vous nous inspirez beaucoup, hein. On vous demande des infos pour écrire ces bios. Sandy va adorer parce que j'ai fait 2 intros hyper longues, donc elle va galérer au montage. Qu'est-ce que je coupe? Eh bien, tu ne pourras rien couper, Sandy. Voilà, ça, c'est fait. Donc bienvenue et on démarre tout de suite par nos questions rituelles. Donc, en 2 mots, pour les auditeurs qui ne sont pas de notre écosystème startup, qui ne savent pas ce que c'est et ce que fait Wiglet et ce que font un Chief Sales Officer et un VP Support, je vais demander de nous expliquer ça. Donc, qui veut déjà nous présenter l'activité de Wiglet? Je vais le faire. Wiglot, c'est un outil de traduction de site web fondé en 2016 par Augustin Pro et Rémi Berda. C'est une solution qui permet de facilement rendre un site multilingue. Il permet de traduire des sites web en quelques minutes et de laisser la main à l'utilisateur pour éditer ses traductions, et notamment avec l'aide d'un langage modèle basé sur l'IA. On en reparlera, je pense, un petit peu plus tard. Wiglot va générer des traductions et l'afficher sur une URL unique pour permettre aux versions traduites d'être indexées en suivant les bonnes pratiques du SEO notamment. Et en fait, Wiglot a pour ambition d'être et de devenir la brique du web pour la traduction de sites. Parfait. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton quotidien de VP Support? Bien sûr. Alors en fait, j'anime l'équipe technique de Wiglot. Donc en fait, on attend les demandes des utilisateurs pour une question sur le produit ou pour juste un souci technique. Puis, vu qu'on a l'ambition de s'installer sur tous les sites du monde, on est amené tous les jours à rencontrer des situations inédites. Donc on doit investiguer ce qui se passe, essayer de faire comprendre à l'utilisateur comment fonctionne Wiglot, en gros lui faire comprendre ses problématiques, lui faire comprendre les solutions qu'on propose. On a une équipe d'une vingtaine de personnes au profil très technique. On s'occupe également de la FAQ. Et Donc ce qui la peut être FAQ, aussi... c'est oui, la Oui, foire aux questions de... exactement. Mmh. Exactement, en fait, ça nous aide quand on n'est pas dans le bureau à aider nos utilisateurs, justement. Et on s'occupe également de tout ce qui peut être réactivation. On essaye de convaincre des utilisateurs qui sont partis de revenir. OK, il y a Voilà. aussi cette dimension-là, dans ton Ouais, périmètre. OK, exactement. OK, top. Hem, Pierre, est-ce que tu veux, nous en dire un petit peu plus sur ton quotidien de Chief Sales Officer? Oui, bien sûr. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment de structurer la stratégie de croissance et d'animer l'équipe de revenus qui est composée, donc, comme tu l'évoquais, de commerciaux. Donc, on dit donc d'account executive, account management, la partie customer success et les partenariats. Et mon quotidien, c'est vraiment un mélange de stratégie commerciale, d'amélioration des process et des outils, de coaching d'équipe, de priorisation, de négociation commerciale et de discussion existentielle avec mes dashboards. Vraiment, quel est le sens de ce revenu et de cet ARR? J'aime beaucoup. Donc tu as des questions existentielles avec tes dashboards. Exactement. Donc tous mes tableaux de bord, en fait, c'est vraiment qui me permettent de piloter mon activité, savoir exactement combien de négociations j'ai en cours, combien d'opportunités sont encore ouvertes, quel est le niveau d'avancement de chacune de ces opportunités. Donc voilà, et piloter mon activité commerciale et l'activité de rétention de nos clients actuels et de satisfaction et succès. OK, très bien. Alors qu'est-ce qui illustre pour toi, le fait d'être un bon manager? Alors pour moi, un bon manager, c'est vraiment une personne qui va créer un environnement dans lequel les gens progressent plus vite que lui, ou elle évidemment. Un bon manager pour moi, c'est vraiment une personne qui va donner du sens, enfin qui va donner la vision et qui va euh, permettre de cadrer sans étouffer, qui met aussi l'ego de côté pour laisser la place à l'autonomie. C'est pas une personne qui a réponse à tout, mais c'est plutôt une personne qui va réussir à poser les bonnes questions et se mettre à disposition de l'équipe pour leur permettre de grandir, chacun à leur rythme et d'atteindre leurs objectifs. Donc là, tu viens de décrire Christophe, quoi, c'est ça? Je viens exactement de décrire Christophe. Voilà. Maintenant, Christophe, tu peux te décrire toi-même aussi si tu veux. C'est super fidèle, merci beaucoup. Oui, pour moi, un bon manager, c'est Pierre, exactement. Pourquoi? Parce que je partage totalement ce qu'il dit sur le fait de donner une vision et de donner du sens. Je pense que c'est même primordial, savoir où l'équipe doit aller. Et toutes les décisions qui sont prises doivent être en fonction de cette vision et du sens. Donc plus la vision et le sens sont clairs, plus les décisions qu'on peut prendre peuvent être comprises, je pense. Pour moi, c'est aussi
quelqu'un qui va fixer un cadre dans lequel lui-même est exemplaire. Et ce cadre doit être quand même un espace épanouissant pour toutes les personnes de l'équipe. Et je pense aussi que finalement, le manager, c'est la personne qui doit savoir ce dont l'équipe a besoin pour remplir cette vision et ce sens et aller plus loin, j'ai envie de dire, dans la réalisation des objectifs. Et qu'est-ce qui vous rend chacun le plus fier dans votre rôle? Moi, personnellement, ce qui me rend le plus fier, c'est quand je me rends compte que mes collaboratrices ou mes collaborateurs vont prendre des décisions qui sont meilleures que celles que moi j'aurais prises. Je suis assez fier de voir aussi les personnes de mes équipes qui se surpassent ou qui atteignent des résultats avec le bon état d'esprit. Pour moi, le plus important dans l'équipe, c'est l'état d'esprit. J'ai aucun problème à perdre si j'ai tout donné. Et c'est un peu pareil dans mon équipe. Et pour moi, l'objectif, c'est pas vraiment qu'ils me suivent, c'est vraiment qu'ils aient plus besoin de moi au quotidien. Et croyez-moi, je travaille activement à devenir totalement inutile dans le bon sens du terme. Et tu parlais justement de quand tu vois quelqu'un qui prend une meilleure décision que celle, que toi tu aurais prise naturellement. Tu as un Oui. exemple qui te vient en tête justement récemment que tu accepterais de partager? Pardon. Je pense que c'est dans des approches de négociation, par exemple, dans la conception d'un deal, enfin d'une négociation commerciale, où potentiellement je vais avoir une idée, un prisme pour approcher la chose de la meilleure des manières, et où en fait la personne de mon équipe arrive avec une autre idée, mais qui en fait a potentiellement plus de valeur, va pouvoir générer plus de valeur pour le client, pour nous-mêmes, aller plus loin en termes de relation avec le client. Euh, ça arrive aussi assez régulièrement. J'ai une équipe qui est bourrée de talent. Et chaque fois qu'on me propose des choses auxquelles j'ai pas pensé, c'est vrai que j'ai un petit sentiment soit de fierté ou de joie parce que déjà ça me permet aussi de grandir moi aussi. Mais même je suis assez content de voir ça, justement de voir des personnes qui prennent des initiatives, qui proposent des choses et qui au final arrivent à sortir des idées que personnellement j'aurais pas eu. Et ça t'est venu, désolée, je creuse un peu ce sujet-là, mais Je t'en prie. ça t'est venu, enfin, dès que tu as été manager, tu as eu une réaction de ce type ou ça t'a pris du temps? Parce que ça peut venir un peu, questionner, quand on démarre, par exemple, un peu la légitimité. «Oh là là, ils savent mieux que moi, donc peut-être qu'ils vont penser que je ne suis pas à la bonne place» et après, warning, syndrome de l'imposteur qui s'allume partout, quoi. Alors, clairement, j'ai un énorme syndrome de l'imposteur qui existe encore maintenant. Donc, c'est évidemment, c'était pas du tout le cas au début. Au début, j'avais tendance à vouloir en faire trop, donc vraiment faire à la place d'eux, essayer de surcompenser aussi justement mon manque de maturité managériale par un travail très intense et où j'essayais de faire beaucoup, beaucoup plus que ce que j'aurais dû faire. Donc, oui, mes premières expériences en tant que manager, avec du recul, étaient loin d'être glorieuses. Après, effectivement, c'est le genre de choses où il faut aussi apprendre à se faire confiance et à faire confiance à l'équipe. Et parfois, quand on demande quelque chose à quelqu'un, que la personne nous renvoie, enfin nous donne, nous fait un livrable qui n'est pas celui que j'avais en tête, mais à nouveau qui propose quelque chose de différent. Et en fait, la personne arrive avec ses idées, son vécu et son recul. Et très honnêtement, moi, c'est assez régulier de voir des résultats qui sont meilleurs que ceux que moi je pouvais avoir en tête. Donc, j'ai appris à laisser de la place aux autres en tant que manager. Ça n'a pas été très long, mais ça a pris quand même un certain temps. Et donc non, c'était pas du tout inné, mais c'est, je pense, une des choses qui m'ont fait le plus grandir en tant que manager. Merci pour, ce partage, purement authentique, comme on adore. Et Christophe, alors, qu'est-ce qui te rend fier, toi? Qu'est-ce qui te rend le plus fier, là, en ce moment? Pour moi, il y a énormément de choses qui me rendent très fier, notamment de voir les personnes de l'équipe qui prennent conscience de leur qualité, de leur potentiel, et un peu comme disait Pierre, qui commencent à prendre des initiatives qu'ils n'auraient pas forcément pris auparavant, se sentant de plus en plus légitimes à proposer des choses, de plus en plus légitimes à faire des actions au service de l'équipe que je n'ai même pas forcément demandé, anticipé. Euh, il y a, il y a ça, il y a aussi l'entraide qu'on a dans l'équipe. Ouais. J'ai pour habitude de dire que au support, même un seul cas à traiter dans la journée peut créer du stress, pour peu que le client en face il soit un peu pushy, par exemple. Et en fait,
on a essayé, on essaye au quotidien de bannir tout ce qui est moment de solitude, moment où je me sens pas au niveau. Et ça arrive souvent quand la charge de travail peut être un peu trop élevée ou ce genre de choses. Donc en fait, on essaye d'instaurer dans l'équipe euh, l'entraide en proaction. Alors l'entraide entre nous, on s'aide d'abord entre nous avant de réussir à aider l'utilisateur dans les meilleures conditions possibles. Si je peux donner un exemple, Ouais, carrément. on essaye en fait, on a mis en place des alertes sur Slack, par exemple. Donc Slack est notre outil où on communique entre nous. Donc on a des alertes à 11h, 16h et 17h avec le nombre de cases que chacun a, donc le nombre de cas à traiter, pardon, que chacun a dans l'équipe. Et si on a plus, si une personne a plus de 5 cas, en fait, ça pop sur notre chaîne pour nous dire attention, cette personne a peut-être besoin d'aide. Et en fait, on a les personnes de l'équipe, ceux qui ont un peu de bande passante, qui vont naturellement sur les cas, de ces personnes-là. On part du principe que demander de l'aide, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Moi, le premier, quand je dois demander de l'aide, c'est pas toujours évident parce que, comme disait Pierre, syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'on va se dire que le manager, Il il ne a, sait pas ouais, faire. exactement, il ne sait pas faire. Et en fait, ça, on essaye de bannir ça. Donc moi, ça m'arrive d'être en réunion et d'arriver sur mes cases à moi et de voir que en fait j'ai des notes qui sont sur ces cases. On m'a même préparé des fois un draft, un message déjà tout préparé que j'ai plus qu'à envoyer. Euh, c'est vraiment ça. Enfin, l'entraide en proaction dans l'équipe et vraiment tout le monde le partage, ce qui nous donne des petits moments de réunion à 18h, au moment où on ferme la journée, où tout le monde doit partir. On s'assure que tout le monde soit à jour. Donc avant de partir, on va sur les cases de tout le monde, on regarde et dès que tout le monde est OK, on peut partir. Alors, je suis assez fan de ce concept d'entraide en proaction. Et je pense que depuis tout à l'heure, on voit effectivement, là, on vous a pas menti à quel point vous êtes humble dans votre management. Je vous propose maintenant de rentrer donc dans le vif du sujet, donc l'intelligence artificielle, l'IA. Pourquoi vous avez souhaité, dans ce podcast qui traite de management, nous parler justement d'IA? Pierre? Parce que je pense que c'est toi qui a été à l'initiative de ce choix. Ouais, en fait, pour le coup, l'IA s'est imposée vraiment comme une réalité dans beaucoup d'équipes et va s'imposer de plus en plus. De mon côté, de manière très personnelle, le tournant, ça fait un peu fin 2023, début 2024, où j'ai vu un peu la vague arriver et c'était beaucoup plus haut que prévu. D'abord côté terrain, où les équipes ou business partners commençaient un peu tout juste à utiliser ChatGPT pour rédiger des mails, synthétiser des calls, enfin des appels, ou préparer des démonstrations. Et en fait, côté posture, je ne pouvais pas en tant que manager ignorer que mon rôle allait aussi évoluer. Donc l'IA, c'est pas juste un outil, c'est vraiment un changement de paradigme dans la manière avec laquelle on pense, on priorise et on arbitre. C'est aussi pour ça que, en fait, on s'est dit avec Christophe que ce serait intéressant de proposer le management à l'ère de l'IA, parce qu'on tente beaucoup de choses avec Christophe, avec nos équipes, chez Wiglot de manière générale. On tente beaucoup de choses pour faire en sorte d'améliorer le quotidien des gens et pour faire en sorte en fait d'être plus efficace. Et on voulait partager justement les initiatives que nous on a pu prendre et qui nous semblent être intéressantes. Alors, tu parles de changement de paradigme. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus spécifiquement sur le management? En quoi ça a changé les choses? Oui, en fait, on a déjà les relations se sont retrouvées vraiment changées dans beaucoup d'aspects, notamment sur le cycle de vente, puisque sur mon périmètre actuel, un client qui vient nous voir aujourd'hui est beaucoup plus au fait de ce qu'on fait qu'avant. Avant, un client venait voir sur le site, mais parcourir l'ensemble du site prenait un certain temps. Là, les clients en fait ont accès donc à des benchmarks. Ils peuvent facilement avoir accès à l'ensemble des informations sur tous les acteurs du marché en utilisant des acteurs tels que ChatGPT, Perplexity, Gemini, etc. Et donc, déjà dans la relation qu'on peut avoir avec nos clients, il y a une évolution des process, une évolution de l'approche aussi de comment est-ce qu'on va anticiper la relation client. Mais nous, en tant que manager, les impacts sont assez forts à de nombreux passages, à de nombreux endroits aussi de notre mode de management. C'est-à-dire que par exemple, dans la priorisation des tâches, dans l'arbitrage entre les différentes tâches et la connaissance profonde de tout ce qui se passe sur notre périmètre,
l'IA, l'intelligence artificielle, permet d'avoir une vision beaucoup plus exhaustive, beaucoup plus temps réel et 360 que ce qu'on pouvait avoir avant. Avant, c'était des tableaux de bord effectivement qui étaient actualisés avec des données qui n'étaient pas toujours à jour. Aujourd'hui, on a vraiment une capacité de pouvoir avoir beaucoup d'informations, de pouvoir analyser un volume d'informations beaucoup plus important en beaucoup moins de temps. Et c'est un peu à la portée de tout le monde. C'est ça qui, je pense, a vraiment changé l'approche managériale. Christophe, dans quelle mesure tu veux compléter ce que vient de dire Pierre? C'est extrêmement complet. C'est à un niveau différent pour moi au support parce que c'est surtout lié avec les demandes qu'on peut avoir, comme disait Pierre aujourd'hui. Les gens, grâce à l'IA, ils sont capables d'en connaître pas mal sur le produit. En tout cas, ils pensent en connaître pas mal sur le produit, sur les recherches qu'ils peuvent faire. C'est là où nous, on doit être vigilants sur les informations que l'IA peut donner sur le produit, que ce soit au niveau technique ou même au niveau information pour nos sales, enfin pour notre équipe commerciale ou même pour notre équipe support. Là, quand je vous entends tous les deux dire qu'effectivement, ça permet à vos clients d'en savoir plus et de mieux maîtriser un certain nombre de choses, je me dis que ça peut mettre la pression aussi à vos équipes. C'est une des craintes qui ont pu émerger dans les équipes? Très honnêtement, ça c'est pas trop le cas. Parce que Ouais. justement, quand on fait des comparatifs, on a une solution aujourd'hui chez Weglot qui est très solide et qui est reconnue comme telle. L'intelligence artificielle se base sur beaucoup de données qui sont des données publiques, mais notamment avec des analyses clients. Quand nos clients nous notent, quand ils nous comparent sur des sites sur lesquels ils peuvent donner leur avis, ça rentre en compte aussi dans les remontées que peut faire l'IA. Et aujourd'hui, on a la chance d'être plutôt bien noté. Donc, on est plutôt bien positionné. Les clients arrivent avec une vraie bienveillance. On a aujourd'hui un fonctionnement qui est quasi exclusivement lié à ce qu'on appelle l'inbound, c'est-à-dire que les clients viennent à nous pour nous poser des questions par rapport à notre produit. On est en train de mettre en œuvre la partie plus outbound où on va nous-mêmes chercher les clients. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle est plutôt une énorme source d'opportunité pour nous plutôt qu'une source de stress. Le fait qu'ils aient accès à toute l'information sur notre produit qui au final est assez technique, la traduction de site web est beaucoup plus technique que ce qu'on peut imaginer, facilite beaucoup les échanges. Et donc on voit plutôt ça comme une opportunité. OK. Vous disiez que, du coup, que l'intelligence artificielle avait permis notamment plus d'efficacité dans les équipes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, comment vous l'utilisez? Pourquoi faire finalement en tant que manager? Comment vous utilisez l'intelligence artificielle? Oui, alors très clairement pour moi, pour mon équipe, j'ai rapidement vu, un changement ne serait-ce que je pense que ça a commencé comme ça chez nous. C'est une personne qui a commencé à l'utiliser dans la rédaction des mails qu'elle envoyait aux clients et clairement la qualité était au rendez-vous. Ça nous a permis de voir que c'était une opportunité dans notre relation avec les utilisateurs. Je prends un truc tout simple, je disais plutôt que on veut s'installer sur tous les sites du monde, donc en fait, on rencontre tous les jours des cas de niche, si je peux dire. Et en fait, on est tous les jours confronté à des termes qu'on connaît pas, à des environnements qu'on ne connaît pas. Et avant, où on allait sur Google, on ouvrait Google ou Bing ou autre chose, on cliquait sur 15 liens, on essayait de challenger un peu toutes les infos pour comprendre. Aujourd'hui, l'IA nous permet d'avoir cette compréhension plus rapide des cas à traiter. Donc, c'est super intéressant parce qu'on a des cas qui sont gérés plus rapidement. Il faut juste faire attention à challenger l'information qu'on trouve, mais on traite quand même les cas plus rapidement. Ça nous aide également dans la rédaction globale, c'est-à-dire que on peut être amené à avoir des discussions qui sont un petit peu plus challengeantes, si je peux le dire comme ça. Et l'IA peut nous permettre de s'assurer de de relire le message qu'on veut envoyer, s'assurer qu'il n'y a rien qui puisse être mal compris. Donc ça nous aide vraiment, vraiment au quotidien dans la rédaction, dans la relation avec les utilisateurs. Et plus avec mon équipe, là où ça m'a beaucoup aidé, c'est que par exemple, on est passé à la semaine de 4 jours en fin 2023. Et il s'avère qu'on a 2 jours par semaine où on est en demi-équipe pour gérer un pipe complet qu'on gère notamment normalement en pleine équipe. Ce qui a pu créer des petites frictions dans le sens où d'un coup on récupérait des cas qui avaient été ouverts par un de nos collègues et on devait en demi-équipe, avec moins de temps, essayer de comprendre tout ce qui s'est passé sur le case. Et donc quelquefois on était amené peut-être à demander des choses qui avaient déjà été demandées. Et donc il y a eu un peu de frustration avec les utilisateurs.
Donc on a commencé à mettre des notes sur nos cases. Donc tous les soirs, avant une journée en demi-équipe, on passait 1 heure à mettre des notes sur nos cases. Donc après la journée de boulot, une note sur nos cases pour que on arrive quand même à avoir des petites frustrations, à dire tel collègue, il m'a mis une note qui n'était pas assez complète, j'ai un peu galéré ce jour-là. Donc on a essayé de trouver des solutions, et notamment l'IA. Donc on a développé un petit outil chez nous on appelle le Summarizer, qui nous permet de résumer un cas à la demande, un résumé court ou un résumé long qui nous dit exactement quel était le problème initial de l'utilisateur, qu'est-ce qui a été fait, où ça en est actuellement, qui déjà dans notre équipe est déjà passé sur le case, donc ce qui pourrait nous permettre de réassigner le cas à une de ces personnes pour s'assurer qu'il a déjà une compréhension et éviter qu'il y ait trop d'interlocuteurs. Et c'est aussi détourner un petit peu la friction qu'il y a entre collègues sur la prise de notes pour plus le centrer sur l'IA. Et en fait, je pense qu'on a totalement résolu ça grâce à l'IA, ce qu'on n'aurait pas pu sans ça. Donc là, si je comprends bien, vous utilisez l'IA dans l'équipe, à la fois pour Oui. améliorer la relation que vous entretenez avec le client, en améliorant notamment tout ce qui est écrit, tout l'écrit qui part vis-à-vis du client, et tu l'utilises aussi dans les modes de fonctionnement avec ton équipe. Donc là, en l'occurrence, pour fluidifier les modes de fonctionnement de ton équipe. Oui, exactement, c'est ça. Et tout à la base, on s'était dit que ça pouvait peut-être nous aider à nous remplacer sur quelques cas à traiter. Et en fait, on s'est rendu compte que les vrais problèmes, c'était dans le temps qu'on perdait en compréhension. Et donc là, l'IA nous remplace parfaitement. Ou dans la centralisation d'informations, par exemple, avec la création d'une base de données, base de connaissances, pardon, qui est beaucoup plus performante grâce à l'IA. On sait tous quelque chose, et comment on regroupe tout ça et comment on trouve cette information. Et c'était vraiment les principaux points qui nous gênaient au sein de l'équipe. Et l'IA, là-dessus, nous aide énormément à pouvoir ne pas perdre ce temps-là et se concentrer après sur la relation qu'on a directe avec les utilisateurs. Et toi, Pierre, du coup, comment tu utilises l'IA dans ton quotidien de manager? Alors déjà, pour rebondir sur ce que disait Christophe juste avant, quand eux utilisent leur Summarizer pour des cas en particulier, nous, en fait, on récupère aussi l'information. Donc, ça a permis aussi de résumer les relations que eux peuvent avoir avec des clients, même pour nous, si jamais on reprend la main à un moment ou un autre, si on veut discuter avec eux. Donc, même en termes de visibilité au sein de l'entreprise, ça permet effectivement de pouvoir fluidifier les échanges. Donc, c'est assez puissant. Et de mon côté, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Pour moi, l'IA, c'est vraiment mon stagiaire super qualifié, voire mon chief of staff, comme on dit. L'IA, ça m'aide à beaucoup de choses, notamment faire une première passe sur les documents. Personnellement, je suis nul quand je pars d'une feuille blanche. Je suis bien meilleur quand je challenge quelque chose qui est existant. Et donc, du coup, la première passe sur les documents, l'IA me permet de créer des documents, au moins une première version, qui sont de plus en plus qualifiés, en utilisant donc ce qu'on appelle des prompts, donc les instructions qu'on donne à ChatGPT pour que ChatGPT sorte une première version. Et ça me fait gagner vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie aussi. Dans la préparation des points hebdomadaires aussi avec mon équipe ou avec mon boss, donc le CEO, ça va plus vite, c'est plus puissant aussi, notamment par rapport au coaching de mes équipes, la prise de recul aussi, où on a une visibilité sur les priorités. Ça me sert énormément aussi à structurer ma pensée ou même des feedbacks. Potentiellement, voilà, c'est un mur de rebond quand j'ai plein d'idées et en fait j'essaie d'avoir une approche un peu structurée. C'est pas mal aussi, justement, pour pouvoir synthétiser, structurer et aller aussi chercher énormément d'informations rapidement, notamment des informations marché. Aujourd'hui, c'est une opportunité géniale de pouvoir en quelques clics récupérer beaucoup d'infos très intéressantes à très forte valeur ajoutée pour nous, sans avoir justement, comme le disait Christophe, à aller chercher sur les 15 premiers liens de Google ou aller là où personne ne va jamais, sur la deuxième page de Google. Donc là, l'IA le fait pour nous, donc c'est assez formidable. Et dernier point aussi, c'est, je pense, pour challenger mes décisions, en particulier dans les moments de doute. Il arrive parfois évidemment d'avoir des doutes sur est-ce que ça c'est la meilleure approche, et le fait de réfléchir en utilisant l'IA comme un mur de rebond, ça permet aussi ça va pas remplacer l'intuition, mais ça va permettre de l'étayer. Et donc en fait, je pense que manager sans IA aujourd'hui, c'est un peu comme jouer à un jeu vidéo genre Tetris en slow motion, alors que tout le monde est déjà sur Fortnite. Donc là, toi, ce que j'entends, Pierre, c'est que ça te permet donc effectivement d'être plus efficace, de gagner du temps, de mieux structurer, ta pensée, de synthétiser et cetera. Mais Oui. tu parlais à la fin là de te conforter, de te rassurer, de te challenger.
dans tes prises de décision, comment tu fais intervenir, parce que je suppose que tu t'appuies toujours, j'espère en tout cas, sur, tes équipes, sur tes pairs, sur tes boss, quand tu vas prendre une décision. Donc à quel moment tu fais intervenir l'IA sur ce genre de sujet? Je m'appuie évidemment sur de l'humain pour la prise de décision. En fait, là où ça m'aide énormément, c'est que, l'IA va me permettre de parfois réfléchir un peu, en dehors de ma zone de confort et en fait va me proposer des alternatives. Des alternatives auxquelles j'aurais pu ne pas penser. Et en fait, ça va soit analyser, utiliser des éléments marché pour, analyser, ma prise de décision en la confortant ou en invalidant, en disant: «Bah, potentiellement, c'est pas forcément la meilleure option». Soit me présenter d'autres scénarios auxquels j'aurais pu penser ou ne pas penser, mais en fait, en me mettant plusieurs options sur la table et en me permettant en fait, effectivement en ayant un peu de recul, de me dire: «Ah ouais, ça c'est pas mal» ou «Bah oui, non, en fait, c'est bon, ma prise de décision est correcte». En fait, c'est marrant quand je t'entends, et j'avais pas du tout prévu d'aller sur ce terrain-là, mais moi, ça me fait penser au fait que l'IA peut renforcer cette idée, en fait, du manager, parfait. Et à la fois, je comprends tout à fait et en même temps, ça me gêne un peu. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends totalement, hein. Mais vraiment pour le coup, moi j'ai pas du tout la conviction, d'aller vers la perfection. Enfin j'essaye d'y aller, hein, j'essaye d'y tendre. En revanche, je pense vraiment pas que le manager parfait, existe. Au contraire, je pense qu'on est aussi riche de nos limites et je pense justement que l'IA permet, potentiellement de gagner du temps et notamment d'avoir accès à un peu plus d'informations. Après, l'IA, c'est un robot. Donc, globalement, si on lui donne si on lui donne en entrée des éléments qui sont pas très qualitatifs, la sortie va être carrément médiocre. Et inversement, si on le nourrit régulièrement avec des éléments plutôt qualitatifs, avec une approche assez intéressante, bah, ça va permettre d'augmenter la réflexion. Mais ça va jamais remplacer la réflexion humaine. Et ça ne peut pas, du moins à date, remplacer la prise de décision humaine. Ça va juste permettre d'éclairer, de renforcer, en fait, d'étayer les intuitions. OK, merci pour, cette précision. Hem, Tous les 2, vous êtes, j'allais dire des mecs de la tech. En tout cas, vous avez une appétence naturelle à ce genre d'outils. Toi, Pierre, je sais que une de tes passions, c'est l'optimisation. Donc je me dis que naturellement, vous êtes montés en compétence sur ce sujet. Moi, ma question, c'est aussi comment vous embarquez, les équipes à monter en compétence comme vous? Et puis comment vous embarquez aussi, des managers ou d'autres équipes qui peuvent, avoir moins d'appétence pour ce sujet, de par leur job, de par leur personnalité? Moi, j'ai pas l'impression qu'il faille faire beaucoup d'efforts. Je vois dans mon équipe, je pense que tout le monde doit l'utiliser sûrement dans son quotidien déjà. C'est naturel à un moment, quand on est bloqué, d'aller demander à l'IA. Hem, Même avec les autres équipes, enfin, il y a peut-être des managers qui l'utilisent moins. Je sais que, par exemple, on l'utilise tous de façon différente. Pierre, il met les doigts dedans, par exemple, hein. Il met les mains dans le moteur, il fabrique plein de petits process et voilà, il est plutôt ops. Moi, je suis plutôt, par exemple, on va dire, si je devais me décrire, enfin, plutôt chef de projet. Donc moi, je suis avec mes équipes. C'est surtout mes équipes qui apprennent techniquement à à se servir de l'IA. Nous, la montée en compétences, c'est par, comment ça s'est fait? Ça s'est fait, par exemple, quand on a voulu faire un outil, on a commencé à se dire: «Bah, tiens, on va aller prendre un outil extérieur». Donc on a commencé à faire, pas mal de calls avec plein de petits outils, sur, je sais pas, la knowledge base et ce genre de choses. Et en fait, on a commencé à apprendre de tout ça, apprendre le vocabulaire, apprendre un petit peu comment ça fonctionne derrière. Puis, voilà, une personne de mon équipe qui commence à comprendre un petit peu plus, ce qu'il peut faire. Il essaye, il fait plein de tests et alors après tu vas voir des vidéos, puis tu te rends compte que tu peux faire un max de choses et après tu rencontres Pierre, par exemple, un moment pendant 5 minutes qui te dit: «Si, ça c'est possible si tu fais comme ci, si tu fais comme ça» et en fait ça te débloque totalement un sujet, pour que finalement tu construises l'outil directement en interne, par exemple. Donc c'est juste savoir où trouver la bonne information et avoir le cran de le faire. Et quelquefois, ça peut être aussi de demander à ChatGPT de se former à ChatGPT, donc le ChatGPT Inception, qui moi en tout cas m'aide beaucoup au quotidien.
pour le coup, c'est un très bon point. C'est à partir du moment où on prend conscience qu'on peut demander à ChatGPT comment utiliser ChatGPT, ça fait vraiment grandir un peu tout le monde. Je pense que l'équipe en fait va avoir beaucoup d'appétence pour ce type d'outil à partir du moment où elle réalise la valeur qui est générée par rapport à des problématiques qui sont rencontrées au quotidien, des tâches qui sont rébarbatives ou alors qui sont toujours les mêmes. Toute tâche qui peut être automatisée doit l'être. Une tâche qui est faite 2 fois peut être automatisée. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a créé donc des petits donc des GPTs. Ça s'appelle, c'est dans ChatGPT. C'est comme un programme dans lequel on donne une instruction qui va toujours réagir de la même manière. Donc, par exemple, on dit à cette instruction, ben, l'utilisateur va te donner le nom une URL, donc un site web. Et toi, ChatGPT, tu dois aller chercher sur le web, chercher toutes les informations sur cette entreprise, voir comment est structuré le site web, voir qui sont les instances dirigeantes, etc. Et en fait, tout ça, c'est ce qu'on faisait à la main avant, mais en fait, avec quelques lignes d'instructions écrites en français, on a toujours des réponses qui sont assez satisfaisantes, voire qui deviennent très satisfaisantes et qui nous font gagner beaucoup de temps. Donc, quand une équipe qui est habituée à faire des choses à la main, qui certes passe 5, 10, 15 minutes à faire des actions, mais en fait se retrouve à voir les résultats en 20 secondes, en fait, l'adhésion, elle est quasi instantanée parce que justement, ça répond à des vraies problématiques que eux rencontrent au quotidien. Par le passé, quand j'étais donc justement chez CoachHub, j'étais dans la fonction dite RevOps, donc c'est les revenus operation, donc la fonction opération mais dédiée à toutes les fonctions du revenu, donc les commerciaux, les sales et les customer success. Quand on est en RevOps, le piège aussi, c'est de ne pas passer suffisamment de temps avec les commerciaux, par exemple, pour vraiment comprendre en profondeur quelles sont les problématiques rencontrées. Ça, c'est une erreur que moi, je pense avoir faite. C'est que moi-même, je pense ne pas avoir passé suffisamment de temps avec eux pour parfois comprendre bien dans le détail quel a été le problème. Donc, on proposait des solutions qui permettaient de réduire de 50-60% la problématique rencontrée par les commerciaux. Si on avait passé plus de temps avec, bah, je pense que j'aurais pu faire mieux. Et donc, c'est typiquement le genre de choses qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire parce qu'en ayant les mains dedans, bah, du coup, je vois immédiatement quelles sont les problématiques rencontrées. Et c'est ça que l'intelligence artificielle permet de réaliser. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est que tu vas chercher l'adhésion des équipes par la preuve. Et Oui, donc, je me dis que le rôle du manager, c'est aussi d'être une forme d'ambassadeur de l'IA. C'est-à-dire, toi, systématiquement, tu as ce réflexe, mais c'est plus naturel que je pense de par ton rôle, si oui. j'ai bien compris. Donc toi, tu vas, systématiquement les inciter à utiliser l'IA, comme ça ils essayent et ils se rendent compte que ça marche. C'est ce que je Oui, comprends. exactement. Je pense que si Hem, moi j'étais critique par rapport à l'IA, personne l'utiliserait. Ou alors il l'utiliserait de manière très personnelle, c'est-à-dire chacun dans son coin. Mais effectivement, je pense que le sponsorship, le fait que le manager valide l'approche, incite les gens à montrer que ça fonctionne et que ça fait effectivement partie des processus de l'équipe, je pense que c'est nécessaire pour que ça fonctionne, oui. Mmh. Et j'entendais aussi au-delà de ça une forme d'entraide entre managers parce que, tu disais tout à l'heure Christophe que tu étais passé plusieurs fois par Pierre. Oui, 5 minutes avec Pierre et ça t'avait permis de débloquer des choses et même si tu complètement. parlais encore une fois de tout c'est assez naturel l'IA chez les gens en général, je suis pas convaincue de ça. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a quand même une différence entre les profils et du coup, je me dis que ça peut être ça aussi, une recommandation que vous pouvez donner aux managers qui nous écoutent. C'est peut-être pour ceux qui ont moins d'appétence, de trouver, le manager ou le collaborateur d'ailleurs, parce que c'est pas forcément un manager qui a cette appétence et qui va pouvoir l'aider à monter en compétence. Enfin, il y a une forme d'entraide sur ce sujet qui me semble, Complètement. importante dans les boîtes. Il y a une différence, utiliser l'IA pour, trouver des informations, pour se challenger et comment l'IA va venir, m'aider à gagner du temps ou comment je vais me servir de l'IA pour créer des process. Et vraiment, nous, je pense que notre problème, ça a été, par exemple, d'avoir confiance en ça. On s'est dit: «Tiens, on est bloqué, bon, bah, c'est qu'on a besoin de quelqu'un qui sait faire» et juste en demandant à Pierre, en se rendant compte que Pierre, vraiment était, on va dire, très au fait, hem c'est lui-même qui est venu en plus, qui nous a dit: «Eh mais vous cherchez à faire ça, je peux en savoir un petit peu plus?» On lui explique ce qu'on veut, il dit: «Ah mais attends regarde, il y a ça qui vient de sortir, c'est super cool» et vraiment j'assure 5 minutes et c'est vrai que maintenant, c'est un peu une référence là-dessus. C'est-à-dire qu'on sait que si on a un projet où on est bloqué, on sait qu'il y a Pierre qui a fait des choses. Se rapprocher de Pierre, oui, clairement, je pense, ça a été peut-être la meilleure décision qu'on ait prise,
en début d'année. Sinon, je pense qu'actuellement, on aurait pris un outil externe qu'on paierait tous les mois, sur lequel on serait peut-être limité comparé à nos problématiques quotidiennes, alors qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir notre outil développé en interne. Il ne manquait pas grand-chose, hein, juste un peu de confiance et de savoir vers où aller. On a notre outil développé en interne qui répond à nos problématiques, qu'on peut adapter quand nos problématiques changent, juste en se rapprochant effectivement de quelqu'un qui sait en fait. Et ça a été pour nous un game changer. Donc là, j'entends donc tous les avantages que vous voyez à l'intelligence artificielle dans votre quotidien. Il y a un autre avantage plus long terme qu'avait évoqué, je crois, Christophe, sur la motivation des équipes, qui, moi, m'avait interpellée quand on avait préparé cet entretien. Est-ce que tu veux bien nous en reparler, Christophe? Non, en quoi l'IA peut motiver, être une source de motivation, un levier de motivation pour les équipes aujourd'hui? Alors, de différentes façons, mais je pense que principalement, quand on s'est rendu compte qu'on a réussi à créer le summarizer et qu'il fonctionnait bien, on s'est posé un petit peu, en fait, j'ai une personne dans mon équipe qui est mon leader IA, on s'est posé, on a réfléchi. On s'est dit, bah ok, bon bah on sait faire des choses maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a commencé à lister plein de projets qu'on pouvait faire. Et ça nous permet d'avoir pas mal d'idées de side projects motivants. Et donc, ça nous permet maintenant de proposer à des personnes de l'équipe de faire un side project basé sur l'IA notamment. En fait, ça nous a enlevé des frontières, des limites ou des limites qu'on pouvait se mettre nous-mêmes en fait aujourd'hui. On sait qu'avec l'IA, il y a toujours une partie où ça va pouvoir nous aider à aller plus loin. Donc dans la partie side project, ça nous a beaucoup aidé. Ça, c'est en fait un outil de plus qui nous aide au quotidien dans tout ce qui nous bloque en fait, dans tout ce qui nous gêne, notamment même dans la réalisation des cas qu'on a pu avoir au support. On sait que maintenant on a un outil en plus sur lequel on peut regarder, qui peut nous aider des fois à nous débloquer. C'est un bon outil pour limiter un petit peu le stress, pour motiver. Voilà, on s'en sert de plus en plus en tout cas. Donc là, ce que tu recommandes, en fait, c'est de ne pas hésiter à s'appuyer sur des gens qui auraient une appétence forte sur l'IA, peu importe, pour mener justement ce que tu appelles des side projects, donc qui ne sont pas forcément des projets en lien avec leur périmètre, mais qui peuvent être aussi, par exemple, des projets plus transverses pour la boîte ou des projets un peu connexes. L'idée du side project, c'est de faire souffler aussi un petit peu des cas, c'est-à-dire tu mets un pied de côté, tu passes sur autre chose, tu montes en compétences, tu fais un projet qui est à toi, en full autonomie, tu t'amuses, tu te régales, il n'y a pas forcément d'objectif clair de résultat, régale-toi, amuse-toi. Généralement, ils se prennent au jeu, ils ont envie de sortir quelque chose, ils ont envie de release, ils ont envie que ça fonctionne, donc ils y vont. Et puis, très clairement, moi, la personne dans mon équipe qui développe ces outils-là, il est, je pense, bien meilleur que moi là-dedans. Il a beaucoup plus de temps à y mettre que moi. Il s'amuse vraiment beaucoup plus que ce que je me serais amusé, par exemple. Et ce qui fait qu'on va beaucoup plus loin que ce que j'aurais pu prédire au tout début, quoi. Donc, c'est super motivant pour lui. Je sais qu'il a envie d'y bosser le plus possible. Moi, ça m'a fait réadapter un petit peu les périodes de side project que j'avais prévues à mon calendrier, qui étaient normalement, chaque personne pouvait faire ça un petit peu 1 heure de temps en temps, 1 heure par jour de temps en temps. Puis avec ce side project sur l'IA, il a commencé à avoir besoin de plus de temps. Donc ça a été une demi-journée dans le quarter. Et puis maintenant, on est sur une demi-journée par mois possible pour faire le side project, pour le développer. Donc voilà, ça nous laisse plus de temps pour tout ça et ça le motive beaucoup plus, notamment grâce à l'IA. Je vais me permettre d'être le poil à gratter là de la conversation. C'est très bien, vous êtes parfait, vous utilisez l'IA trop bien, ça motive, ça enlève des frustrations. Il n'y a pas eu de peur, il n'y a pas eu de crainte, il n'y a pas eu de difficulté à affronter? Je sais pas, vous vous êtes pas dit à un moment donné, on va perdre notre job ou on va devoir réduire les équipes parce que tout va plus vite avec l'IA, donc on a peut-être besoin de moins de monde? Piste numéro 1. Piste numéro 2, en termes de recrutement, est-ce que ça a un impact? Et aussi en termes de sécurité, comment vous sécurisez l'utilisation de l'IA, qu'il n'y ait pas des données qui fuitent concernant la boîte, les clients, etc. Parce que ça fait partie de votre rôle, j'imagine. Bien sûr, si tu veux bien, Pierre, je peux commencer là-dessus. Nous, la première crainte, et je pense pour beaucoup, ça a été, premier réflexe, c'est de se dire dans quelle mesure l'IA peut remplacer mon job et peut me remplacer. Je pense que
on est beaucoup à avoir pensé à ça au tout début. Puis après, rapidement, tu te rends compte qu'en fait, bon, bah, c'est pas demain. Je dis pas que jamais je serai remplacé par l'IA, mais en tout cas, c'est pas demain. Et pour l'instant, par contre, ça me permet d'être beaucoup plus, beaucoup plus performant. Et je vois même mon équipe beaucoup plus performant. On a moins de barrières dans notre travail au quotidien grâce à ça. Par contre, oui, effectivement, moi, en tant que manager, j'ai pu me demander aussi, une fois qu'on était rassuré sur notre job, de me dire, attends, mais en fait, si on l'utilise beaucoup, dans quelle mesure les personnes de mon équipe peuvent perdre en qualité, si j'ose dire, Ouais, en dans la réalisation de leur réflexion, en travail. Exactement, discernement, c'est exactement. ça? Dans quelle mesure? Mmh. Pour moi, c'est important d'être capable de comprendre ce que tu fais, de comprendre que ce que l'IA va te dire, il faut être capable de le challenger. L'IA, ce qu'elle te dit, c'est pas forcément sûr à 100%, quoi, Oui, il y a comme des le premier hallucinations loin. comme on dit, donc Exactement. Ou même le premier lien sur Google, quelquefois, bah, c'est pas forcément la bonne info. mmh. En tout cas, c'est une info sous un angle bien précis qui va pas l'être dans tous les cas. Donc, faut faire attention, faut le mettre, faut challenger ça. Et j'ai eu peur qu'à un moment, en fait, on demande un petit peu trop à l'IA sans challenger. On répond ça à nos utilisateurs et pour tout vous dire, j'avais eu un appel avec deux de mes pairs et c'est un peu les retours qu'ils m'avaient fait. Ils m'avaient dit, écoute, en termes de recrutement, on ne peut pas recruter, donc on s'est servi de l'IA. Aujourd'hui, l'IA nous remplace sur pas mal de cas. Et on s'est rendu compte de deux choses. Premièrement, pardon, c'était que quelquefois l'IA donnait une réponse, l'utilisateur était totalement satisfait, puis en regardant de plus près, il se rendait compte que la réponse n'était pas bonne. Mais l'utilisateur pensait que bah, la réponse lui convenait. Donc, bah, en fait, ils perdaient réellement en qualité de réponse. Et deuxièmement, ils ont commencé à perdre en engagement, en fait, parce que les utilisateurs en face, ils se disaient, bon, bah, il y avait plus forcément ce lien. Aujourd'hui, nous, par exemple, dans notre support, on essaye de développer un lien avec l'utilisateur. On lui explique le problème, on lui explique la solution. Il y a un lien, en fait. On crée un lien, on l'accompagne et on l'aide à la réalisation de ses projets. Et on se rend compte que les gens en face, ils ont encore besoin de l'humain. Euh, et de totalement donner la main à l'IA, c'est perdre un peu tout ça, c'est perdre un petit peu notre savoir-faire, c'est perdre un petit peu ce qui fait la marque de sa boîte, de son service. Et je pense pas qu'aujourd'hui, ça soit réellement bien de faire ça. Après, en termes de sécurité, si je peux aller sur ce sujet-là, Bien sûr. ouais, faut faire super attention. Bah, nous, par exemple, bah, notre chef sécu, il est derrière nous et il fait attention à ce qu'on utilise bien tous un plan payant. Donc ChatGPT, par exemple, pour être sûr que nos infos, enfin en tout cas les infos qu'on soumet ne soient pas utilisées pour l'entraînement de leur modèle. Donc pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infos qui leak quelque part, qui fuitent quelque part. On essaie de faire en sorte d'anonymiser pardon, un maximum d'informations qu'on donne, même sur notre compte payant. On n'a pas besoin de donner des infos qui soient totalement concrètes. On peut donner juste des exemples Mmh. d'informations. Désolée, je t'interromps, Vas-y, vas-y, oui. mais comment toi, en tant que manager, tu poses ce cadre-là avec ton équipe? Et tu t'assures que l'équipe, elle respecte ça, tu vois? Alors, je fais des rappels, on en parle, on en discute. Aujourd'hui, c'était important que notre équipe sécurité donne accès facilement à toutes les demandes de mon équipe, notamment sur le fait d'avoir un compte payant de Weglot. Donc déjà pour limiter un problème à ce niveau-là. Après, j'allais dire, c'est du bon sens, c'est de l'éducation. On en discute. On se dit de faire attention, on donne pas d'informations. Il n'y a pas besoin de donner. Enfin, je vois pas forcément des cas où on doit donner des informations qui puissent être sensibles. Nous, ce qu'on a besoin, c'est plus des, des cas des cas ou des cas de figure qu'on transmet à l'IA qui nous aident. On n'a pas à donner ça, donc il faut en discuter. Si on n'en discute pas, c'est sûr qu'on laisse la porte ouverte à des dérives, si je peux dire ça comme ça. Mais en discuter, former les équipes, faire attention. On a des formations cybersécurité, donc on voit que rapidement une information peut faire de gros dégâts. Donc je pense qu'on est tous sensibilisés à ça et on fait attention. Je suis évidemment totalement aligné avec Christophe. En fait, il faut qu'il y ait une prise de conscience au niveau de l'entreprise de la sécurisation de l'approche. C'est-à-dire que si on interdit aux employés de l'entreprise d'utiliser ChatGPT, mais que tout le monde sait que tout le monde utilise ChatGPT en version gratuite, dans laquelle on ne peut pas sécuriser les données, le risque de fuite de données est terrible. Et effectivement, c'est une réalité.
Évidemment, les entreprises demandent aux gens de ne pas le faire, mais évidemment, beaucoup de gens le font. Donc, à partir du moment où on prend conscience en tant qu'entreprise que le fait de mettre à disposition des outils d'intelligence artificielle va favoriser la productivité des employés, il faut aussi le faire, prendre le pas, être proactif là-dessus, et donc effectivement s'assurer de la sécurisation des données. Donc comme l'a dit Christophe, on a un compte entreprise, donc on a un compte Wiglot, dans lequel nos données ne permettent pas d'entraîner les modèles de ChatGPT, et donc ça sécurise aussi et ça évite la fuite de données. Donc déjà par rapport à cette notion-là, on a des formations à la cybersécurité et il y a quand même une prise de conscience par rapport à ça. Donc vraiment, je pense que c'est très important d'avoir ça en tête. Donc là, j'entends que vous avez eu des formations, en l'occurrence sur la cybersécurité, mais moi, je voudrais qu'on aille un peu plus largement sur ce sujet. J'ai aussi cru comprendre que, en tout cas, j'imagine que pour toi, Pierre, l'IA, c'est presque une passion, que naturellement, tu es monté en compétences tout seul, etc. Mais comment on fait monter une boîte en compétences sur ce sujet-là, plus largement? Alors effectivement, il y a plusieurs manières de prendre la chose, soit par des formations. Aujourd'hui, il existe un certain nombre de formations à l'intelligence artificielle sur des problématiques bien précises. Je pense qu'une formation à l'IA de manière générique, ça n'a pas trop de valeur. Le fait de savoir comment fonctionne un modèle de machine learning ou deep learning, etc. Enfin, je pense qu'on s'en fout un peu. En revanche, des problématiques qui sont justement des formations qui sont réalisées par rapport aux métiers eux-mêmes me semblent avoir plus de valeur. À titre perso, moi, je suis vraiment monté en compétence avec, j'ai fait beaucoup de tests, des lectures aussi sur le sujet, des échanges aussi avec d'autres personnes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui sont très intéressées par ces sujets-là, qui partagent énormément de contenu aussi sur LinkedIn. J'essaye moi-même de partager parfois avec, ah bah tiens, j'ai ce prompt-là qui m'a permis de gagner tant de temps. Par exemple, on rentrait de vacances il y a quelques semaines. Ben, du coup, j'étais parti 3 semaines. J'ai juste rentré une instruction à ChatGPT, donc un prompt qui m'a permis de faire une analyse de tous mes emails et de me dire, bah voilà, les points saillants de ces 3 dernières semaines étaient ceux-là. Voilà les prochaines étapes et ce qui est attendu. Ça se fait maintenant assez facilement, mais j'ai fait énormément d'erreurs avant d'arriver à ça. Et je pense que c'est ça aussi le point principal. C'est la montée en compétence se fait aussi en passant par beaucoup d'erreurs, de tâtonnements et enfin, c'est une approche au pas à pas. Donc là, ça veut dire que tous nos auditeurs peuvent te contacter pour que tu leur Avec partages toutes les plaisir. bonnes pratiques. Et écoutez, avec plaisir. Après, pour le coup, il y a, pour moi, ce qui m'a vraiment fait gagner beaucoup de temps et enfin, qui m'a vraiment fait monter en compétence très rapidement, c'est vraiment quand j'ai pris conscience que déjà, bon, il y avait des manières de structurer donc les prompts, les instructions, mais en fait, surtout, ma manière de structurer les prompts était peut-être très bien, mais c'était loin d'être parfait. Et en fait, il y a notamment sur ChatGPT un GPTs, enfin, il y en a plein, mais il y en a un qui s'appelle Prompt Maker, qui est proposé par Ruben Acid. Et en fait, je lui dis, bah, fais-moi un prompt sur, et je lui mets mon besoin. Et en fait, bah, ce GPTs-là va créer le prompt idéal que je vais pouvoir rentrer dans ChatGPT. Et donc, la réponse va être beaucoup plus pertinente et beaucoup plus impactante que si c'est moi qui avais créé le prompt. Donc, au quotidien, en fait, je me repose sur ChatGPT pour me créer mes prompts, pour parler à ChatGPT. Et en fait, le résultat est assez rapide et assez rapidement très bon. Peut-être pour finir, est-ce que vous pourriez nous dire comment concrètement vous utilisez l'IA sur des rituels managériaux? Ce que j'entends par rituel managérial, c'est-à-dire la réalisation d'un one-one, une évaluation, un feedback. Dans la structuration et dans l'apport de valeur, justement, pour les points hebdomadaires, donc les one-one, ça permet déjà d'avoir une vision assez exhaustive sur l'ensemble du périmètre de la personne, puisque donc, par exemple, pour reprendre l'exemple de ChatGPT, ChatGPT est connecté avec notre CRM, notre gestion de la relation client, donc HubSpot. Et donc, du coup, ça me permet notamment d'interroger via ChatGPT les dernières avancées, les nouveautés. Enfin, j'ai une vision qui est agrégée, qui est automatisée de l'activité de mes commerciaux. C'est quelque chose que je vois aussi directement dans mes tableaux de bord. C'est juste que parfois, ça permet d'avoir un petit peu de relief par rapport à la prise d'informations un peu externe. Et il y a aussi notamment sur la partie coaching des personnes de mon équipe. Coaching pas professionnel, hein. Ça, on vous le laisse volontiers puisque vous êtes bien meilleur que nous à ça. Mais le coaching plutôt sur les aspects vraiment métiers, donc notamment
l'aspect de vente, quand on a des entretiens commerciaux donc, et qui sont avec donc, des prospects ou des clients existants, que ces entretiens donc, sont enregistrés. En fait, aujourd'hui, on a accès aux enregistrements des uns et des autres dans une optique d'amélioration continue. Et autant on a une capacité de pouvoir automatiquement utiliser l'IA pour analyser les entretiens, donc les calls, pour pouvoir nous dire, bah voilà, ça c'était bien, ça c'était pas bien. Le fait est qu'au final, l'œil humain aura quand même toujours un peu plus de valeur. C'est-à-dire que l'IA va permettre d'agréger un certain nombre de données et de voir si le sales a suivi les recommandations donc du playbook, un peu le livre de jeu dans lequel il y a toutes les règles du jeu pour pouvoir être performant dans son métier. Donc on va avoir par rapport à une référence, une vision de si le commercial s'en est bien sorti ou si il ou elle aurait pu faire mieux sur certains aspects. Donc ça, l'IA va permettre d'avoir cette analyse-là. En revanche, effectivement, moi, ça me permet de gagner beaucoup de temps parce qu'il y a une donnée qui est déjà agrégée et qui va me permettre de voir quels sont les points que je vais vouloir approfondir et donc d'avoir cette prise de recul par rapport à des données qui me sont déjà présentées avec déjà des prises de relief sur lesquelles je vais pouvoir exploiter, utiliser une analyse un peu plus poussée. Donc tout ça pour dire le coaching professionnel, donc le coaching sur les données vraiment très métiers de notre périmètre est fortement facilité aussi par rapport à ça, et notamment dans les points hebdomadaires que je peux avoir avec mon équipe, ça permet de donner beaucoup de relief et beaucoup de valeur, notamment dans l'amélioration continue. Et toi, Christophe, tu veux ajouter quelque chose sur Euh, très concrètement des exemples, comment tu utilises dans tes rituels managériaux? Par exemple, je m'en sers pas forcément dans mes one-to-one. C'est peut-être une erreur, il faudrait peut-être que je m'y mette. Je m'en sers pas forcément non plus pour donner des feedbacks. C'est plus dans des rituels, j'ai envie de dire, collectifs. Par exemple, je veux mettre en place un nouveau process, j'ai une idée, j'y réfléchis. Je demande à l'IA de challenger ces idées-là avec, on va dire, d'un point de vue objectif, sans connaître trop le contexte. Ça me fait penser peut-être à d'autres idées. Enfin, en tout cas, je challenge ça. Une fois que c'est challengé, je soumets ça à mes team leaders dans l'équipe, qui sont un peu mes relais, pour challenger ça de façon plus contextuelle, avec ce qu'ils savent de l'équipe, ce qu'ils savent des différentes sensibilités dans l'équipe, s'ils pensent que c'est une bonne idée, tout ça. Et on re-challenge. Et je leur demande vraiment de challenger ça fortement. Si on arrive à un moment, après ce passage-là, si on arrive à être d'accord, on sait qu'on peut le soumettre. On sait qu'on peut soumettre ça à l'équipe. Et donc, sur la forme, je ressoumets également à l'IA la forme pour m'assurer que ce que je vais dire, ça peut ne pas être mal compris. Et ensuite, je fais le meeting basé sur tout ça. Mais donc l'IA me challenge 2 fois, on va dire, sur l'idée et puis sur la forme. Merci beaucoup, messieurs, pour votre témoignage de l'usage dans votre quotidien de manager de l'IA. Je vais me permettre de faire un récap de notre échange, si vous êtes d'accord. Vous pourrez le compléter évidemment si j'ai oublié quelque chose. Et ensuite, Avec plaisir. nous conclurons notre échange par nos questions rituelles. Moi, j'ai entendu que pour vous, en tant que manager, vous avez un rôle à jouer pour, au-delà d'utiliser l'IA dans votre quotidien comme on a tous envie de le faire ou qu'on fait déjà depuis quelques années maintenant. C'est surtout qu'il y a un rôle d'ambassadeur aussi auprès des équipes pour potentiellement rassurer quand il y a des craintes pour certains types d'usages ou des personnes qui auraient pu avoir peur de perdre leur job ou de pas pouvoir faire leur job correctement à cause de ça. Donc vous avez ce rôle d'ambassadeur et vous concernant en tout cas tous les deux, ça a plutôt été une source d'opportunité que de crainte finalement. C'est surtout que ça a été une source d'efficacité. Donc vous gagnez du temps dans vos réflexions, dans de la prise de décision, dans de la rédaction de documents, dans les 2 exemples que vous venez de nous donner à l'instant, que ce soit d'un point de vue collectif pour mettre en place des process ou d'un point de vue individuel, faire de l'analyse d'infos très métier et pour pouvoir faire des one-one hyper quali où vous allez donner du feedback très concret, objectif et en même temps avec un vrai regard humain sur les choses. Ça a été aussi une source de diminution de frustration dans les équipes. Par exemple, on a expliqué ensemble votre organisation d'une semaine de 4 jours et que grâce à l'IA, ça vous permet de faire le relais entre les équipes quand vous êtes à moitié en effectif et de pouvoir plus facilement faire le relais d'information d'une équipe à l'autre. Que ça a été aussi une source de motivation
parce que, par exemple, quand dans une équipe, il y en a un qui a une véritable appétence, et qui peut être le lead IA, on appuie sur cette force, on l'utilise et ça permet de faire des projets, connexes, annexes qui vont venir être des projets transversaux et qui vont aider à l'efficacité et à la pertinence, de ce que fait Weglot aujourd'hui. Et ça peut être vrai du coup pour plein d'autres boîtes. Et donc, vous prenez à cœur en fait ce rôle de sponsorship en fait, d'ambassadeur de l'IA. Et il y a aussi une dimension, sur laquelle je voudrais m'arrêter, c'est l'entraide. Vous nous avez partagé un exemple concret, où toi, Christophe, tu as pu bénéficier, de l'aide de Pierre, pour, mettre en place, un process, un outil et tu as gagné du temps et ça vous permet de vous entraider et ça, on adore avec Sandy quand les managers échangent et s'entraident parce qu'on pense vraiment que, dans la relation managériale où on est souvent isolé, c'est bien de pouvoir faire appel à ses pairs, à ses copains. Donc merci beaucoup. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ce récap qu'on vient de faire? C'était parfait, Estelle. Non, mais moi, je suis en train de faire tourner ChatGPT pour voir s'il est d'accord avec toi. Écoute, Ouais, non, c'était vraiment parfait. écoute, si c'était parfait, j'en suis ravie. Alors, question rituelle de fin, un conseil à partager pour un manager qui démarre? Pierre? Pour moi, il faut vraiment poser plus de questions qu'on donne de réponses. Faut accepter de pas être la source de vérité et surtout de pas forcément manager comme un modèle LinkedIn parce que ça ne marche que sur LinkedIn. Il y a beaucoup de gens qui partagent beaucoup de choses et il y a beaucoup de bullshit comme on dit. Je pense qu'il faut aussi accepter que l'équipe fasse différemment de ce qu'on a en tête et se mettre à la disposition de l'équipe plutôt que l'inverse. Et toi, Christophe? Moi, c'est un conseil que m'a donné une femme importante dans ma vie qui s'appelle Sandy, qui m'a dit un jour demande des feedbacks. Et je pense que ça a changé beaucoup de choses dans, dans ma vie de manager. C'est-à-dire que savoir demander des feedbacks, savoir les entendre, savoir prendre des décisions de ces feedbacks, déjà savoir prendre des décisions aussi, et savoir après expliquer ces décisions, ça m'a beaucoup aidé à me sentir plus légitime en tant que manager. Je sais que maintenant, si j'ai une question, je la pose. Plutôt que de rester, d'essayer d'analyser des choses, je pose les questions et je demande des feedbacks sur quasiment tout. Et maintenant, c'est devenu un réflexe dans l'équipe, notamment sur ces conseils que m'avait donné Sandy, et ça m'aide beaucoup au quotidien. Elle a l'air formidable cette Sandy. Sandy, elle est pas mal, je vous la conseille. Il faut avoir une Sandy dans sa vie. Donc Sandy qui a été ta coach, justement. Oui, pas sa femme, je précise. Pardon, Sandy, ma coach. Exactement. Alors du coup, une chose que tu ferais différemment, peut-être en dehors de ce que tu viens de nous partager comme conseil, si tu devais regarder ton parcours de manager dans le rétroviseur? Pour moi, c'est vraiment j'aurais fait du coaching plus tôt dans ma carrière, vraiment. Enfin, j'insiste, ça a été une révélation pour moi. Je faisais beaucoup de choses en tant que manager, des bonnes choses, et je savais pas que c'était des bonnes choses. Des mauvaises choses, je savais pas forcément que c'était des mauvaises choses. En tout cas, je faisais pas ce qu'il fallait pour que ça tourne bien, en tout cas. Et le coaching, ça m'a vraiment permis de comprendre ce que je faisais bien, de mettre des mots sur ce que je faisais bien. Donc, en gros, ça devenait plus juste un instinct, ça devenait un concept. Donc j'ai énormément compris. J'ai aussi compris que j'étais pas tout seul grâce au coaching. Il y a tout le monde, enfin en tout cas beaucoup de managers se posaient les mêmes questions. Alors que vous parliez tout à l'heure du manager isolé. Des fois c'est ça, on se rend compte que je suis un peu perdu avec mes idées. Mais en fait non, il y a plein de managers qui ont déjà connu ça. Donc le coaching avec Sandy m'a beaucoup aidé à me rendre compte de ça, à me rendre compte que mec, t'es pas tout seul. Il y a déjà des gens qui ont eu ça. Voilà comment t'aider. Voilà ce qu'il faut que tu réalises. Et en fait voilà, ça m'a beaucoup aidé. Merci Christophe. Je dis juste un petit Bah merci non, quand même à merci à Christophe toi. pour ton témoignage. C'est très touchant. Merci. Merci à toi. Moi, je suis hyper jaloux parce que pour le coup, je n'ai pas eu la chance d'avoir été coaché par Sandy. En revanche, effectivement, je pense que le coaching, c'est vraiment, ça apporte une transformation chez une grande majorité des personnes qui en suivent. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que je ferai différemment. Il y a le fait de devoir, de demander à être coaché. Et dans l'autre point, je pense que personnellement, j'aurais mis en place peut-être un cercle de pairs. J'aurais osé demander des conseils plus spontanément à des pairs, enfin à d'autres managers, puisque effectivement, quand on commence, on a peut-être un peu tendance à vouloir ne pas montrer les faiblesses, et ça, je pense que ça a été une erreur. Moi, j'ai tendance à demander, même à contacter des gens directement, même sur LinkedIn, en mode, ah voilà, écoute, je serais intéressé d'avoir ton point de vue sur ça, et les gens répondent en général, ils sont assez ouverts au partage.
Et l'autre point dernier, c'est apprendre aussi plutôt à dire non. Parce que en tant que jeune manager, j'avais tendance à ne pas savoir. Et c'est un peu ce qui m'a changé mon approche managériale. J'adore. Merci beaucoup, Pierre. C'est un super partage. Et dernière question, est-ce que tu as une ou plusieurs sources d'inspiration à nous partager? Un livre, un podcast, une vidéo? Pour le coup, en termes de podcast, le vôtre est très bien. Donc vraiment, Tu me l'as piqué celui-là. Tu me l'as piqué. désolé. Ils sont vraiment bien, ces invités. Hein. Non, mais c'est vrai, j'écoute assidûment Les Infaillibles depuis quasiment le premier épisode. Donc vraiment, c'est en ça aussi où avec Christophe, on est très, très touchés, très honorés d'être là. Mais vraiment, moi, je fonctionne je fonctionne pas très bien avec des livres, très honnêtement. J'en ai lu quelques-uns, mais sur le management, j'ai un peu de mal avec ça. Je prends moins de valeur à lire un livre que d'échanger avec des gens. Et donc, effectivement, les sources d'inspiration pour moi, c'est les échanges avec d'autres managers. C'est effectivement le fait d'écouter des personnes qui partagent leur expérience. Et oui, et aussi mention à mes enfants qui m'apprennent la patience, l'écoute, la nécessité de répéter 3 fois les mêmes choses avec différentes approches. Parfait. Et toi, Christophe? Ah bah ça va être original, effectivement, en podcast, Les Infaillibles. Tout au long de mon coaching, j'écoutais... il y a un moment dans ma vie de manager, je me suis rendu compte que j'avais besoin de connaître l'expérience des autres, en fait. Pareil, pour pas me sentir seul, en fait. Et effectivement, le podcast des Infaillibles m'a pas mal aidé. J'ai beaucoup écouté, et notamment 2 épisodes. Un de Sophie Plumer et un de Solène Bora. Je me suis vraiment, vraiment beaucoup reconnu dans leurs témoignages, et ça m'a fait vraiment, vraiment beaucoup de bien à ce moment-là, parce que je me suis dit, attends, en fait, elles y arrivent, donc je peux y arriver, quoi. Et sur des cas exactement de Sophie Plumer et Solène Bora. Merci à vous. Et en termes de livres et de personnalité, j'aimerais bien citer Phil Jackson, qui est un entraîneur de basket NBA, qui est extrêmement inspirant. C'est le plus titré, le coach le plus titré en NBA. Il m'a toujours intrigué parce qu'il a eu il a eu des équipes avec de très gros égos, comme Michael Jordan, Kobe Bryant, et des mecs un peu fous, un peu barrés, comme Dennis Rodman, et il a gagné des titres avec ces gens-là. C'est-à-dire qu'il avait des équipes avec des éléments avec très fort ego, vraiment, vraiment avec des comportements limite, et il a réussi à gagner 11 titres avec ces gens-là. Et il avait bâti un modèle de leadership basé sur plusieurs choses qui me parlent beaucoup, comme l'intelligence collective, qu'une équipe est une vision et des valeurs communes. Il y a un processus de co-construction, c'est-à-dire qu'en fait, chaque process dans l'équipe, chaque chose est validée par toute l'équipe. Il essayait, parce qu'il est à la retraite maintenant, de renforcer la sécurité psychologique des gens dans l'équipe. Il crée un climat où chacun peut s'exprimer sans crainte, ose parler, malgré le fait qu'il y ait des gens avec un très fort ego dans l'équipe. Donc voilà, il avait aussi plusieurs leaders qui permettaient d'être le relais de l'entraîneur vers les joueurs, et inversement des joueurs vers l'entraîneur. Donc tout ça, ça me parle beaucoup. C'est des choses que j'essaye de mettre en place. Et puis voilà, je vous conseille sa biographie, donc Phil Jackson, 11 titres NBA. Merci beaucoup pour cette source d'inspiration. Merci pour votre témoignage. Merci aussi, on est particulièrement touchés que vous appréciez notre travail, notre podcast. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bravo, vous êtes arrivés au bout de cet épisode et merci de votre fidélité au fil des saisons. Nous sommes dans la 5e saison des Infaillibles, alors soutenez notre travail en attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast, suivez-nous sur YouTube ou LinkedIn et partagez cet épisode à 1, 2, 3, 4, 5 contacts, 10 contacts. Et si vous voulez en savoir plus sur nos accompagnements, coaching individuel, d'équipe et notre programme signature, le programme 6e sens managérial, contactez-nous www.lesinfaillibles.com ou bien directement sur LinkedIn. À très vite.